Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Vous savez la différence entre nous deux? Dites-moi. C'est que vous avez passé votre vie à raconter ce que font les autres. Paul Watson a été libéré ce mardi 17 décembre de la prison de Nuuk au Groenland. Ce matin, quand j'ai eu la nouvelle, j'avais du mal à y croire. Ça fait 15 ans que ça vous emmerde, que j'ai raison. Avant tout, un énorme sentiment de gratitude. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. C'est une population qui, du point de vue des papiers, est illégale. Parce que c'est le sujet aujourd'hui de savoir si c'est légal. Justement, non. Vous, ce qui vous intéressait, c'était de touiller la merde. Tout le monde est mahorais. Nous sommes mahorais. Ce que je comprends pas, c'est que la cour d'appel... Il y en a plein de choses que vous comprenez pas. Désormais, il faut qu'on agisse. Vous êtes un pauvre mec. Nous sommes en guerre. Oui, vous avez reconnu certaines voix, hein, la voix de François Bayrou et la voix de Bernard Tapie. Hein. On va s'en occuper dans la seconde partie de cette émission, mais d'abord évidemment la sécurité. Hein. C'est fini, hein. Le sentiment d'insécurité cher à un certain ministre de la Justice, ex-ministre de la Justice, ça n'existe plus. Non, l'insécurité. Et on va en parler avec Patrice Wiban longuement. Et puis une très très belle nouvelle pour ceux qui sont intéressés par la mer, les animaux, la faune et la flore. Paul Watson a été libéré. Paul Watson revient en France, c'est sa patrie d'adoption. C'est cette personne qui se bat pour la survie des baleines un peu partout, en mer du Japon normalement. Et les Japonais l'attendaient, vous savez, il était emprisonné au Groenland depuis quelques mois. Les Japonais l'attendaient. Ils ont demandé son extradition pour l'emprisonner là à perpétuité. Oui, parce qu'il avait le front de défendre les baleines. Eh bien, Paul Watson est libre. Il vient en France et on va en parler avec lui et la présidente de l'association Sea Shepherd France et on est très 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 heureux de l'accueillir. Et puis, vous savez, les perles avec Anne Hidalgo à Tahiti, toujours. Les bravos avec François Bayrou. Effectivement, les huées avec le dernier tango à Paris. Interdit, oui, le film de Bernardo Bertolucci avec Marlon Brando, interdit pour cause de politiquement et éthiquement incorrect. Et dans la seconde partie de l'émission, nous allons recevoir Marie Tapie. Marie Tapie, la belle-fille de Bernard Tapie. Elle a écrit un livre très émouvant. Tapie comme Bernard, aux éditions des Presses de la Cité. Et on va dire ce que c'est. Elle est depuis 30 ans dans la famille Tapie. Et il serait pas mauvais de reparler de cet ovni qui s'appelait Bernard Tapie. Sud Radio. Parlons vrai. Pas la blanquette de bon. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, est-ce que je suis le seul à être dans tous mes états? Vous le savez bien, vous, auditeur de Sud Radio, résident de Sud Radio. Juste un mot. Hier, un adolescent a perdu la vie dans une rixe qui a éclaté à Paris près du lycée Rodin. 2 policiers lâchés. Tous les jours. Tabassage, viol, rixe au couteau, et sinon à la hache, narcotrafic. Et ce qui se passe, c'est la violence et les gens terrés dans leurs immeubles. Alors on en parle? Oui, on en parle. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. J'aime la violence, Koffs, oui, j'aime la violence, mais à quel point? Et franchement, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut aimer d'abord? Encore une fois, on voit très très bien ce qui se passe. Il suffit de donner quelques nouvelles. Alors évidemment, on va me dire oui, mais c'est minoritaire. Mais heureusement que c'est minoritaire. Vous voulez pas que la majorité de Français se fasse tabasser tous les jours. Bien sûr que c'est minoritaire. Mais c'est déjà une personne de trop, un mort de trop, un tabassé de trop, un agressé de trop. Alors franchement, discutons-en. Patrice Wiban, bonjour. Bonjour, André Berkov. On vous a déjà reçu à propos de Vers un nouvel essor français, hein, aux éditions VA. Vous avez publié et on l'a reçu avec plaisir. Vous êtes Saint-Cyrien, vous êtes ancien officier de l'armée de l'air, vous êtes haut fonctionnaire de terre, pardon, et de l'air. Non, atterrissons. Et justement,
Alors, on ne va pas dire qu'est-ce qui se passe, on le sait, le constat est là, le constat est renouvelé tous les jours. Ce n'est même plus, on osait parler de faits divers, maintenant on parle de faits de société, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire, Patrice Huban? Je parle effectivement au Saint-Cyr, un ancien officier. Est-ce que, parce que vous savez qu'il y a eu quelques députés ou sénateurs qui ont dit, mais il faudrait que l'armée intervienne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez sur ce constat? Alors sur le constat, oui, on a un recul de la civilisation de notre pays, puisque la civilisation commence avec la civilité, qui est un concept du XVIIIe siècle, qui dit qu'on règle nos différends par le droit et par la discussion et pas par la violence. Et on se rend compte que depuis au moins les années 2000, il y a une recrudescence des agressions physiques dans notre pays, ce qui montre qu'on a un recul du niveau de civilisation. Et j'ai coutume de dire que la barbarie naît du barbarisme. Donc on n'est pas capable de se défendre par les mots et par le droit. Barbarisme aujourd'hui, c'est quoi? C'est simplement aussi des jeunes qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas les fondamentaux éducatifs, qui n'ont pas le savoir-être. Et donc ça va nous renvoyer à un certain nombre de propositions qu'on met sur la table. Alors justement, parlons de ces propositions, parce qu'on voit très très bien l'impunité, enfin on va pas reparler des rapports avec la justice, etc. L'impunité de certains, le fait que et moi ça m'a vraiment frappé, qu'on peut aujourd'hui, on a vu des images, et pas seulement hier ou avant-hier, une bande d'adolescents frappant à la tête des policiers, mais les exécutants, l'idée c'est qu'ils crèvent. C'est vraiment ça, on essaye, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. Donc on fait quoi par rapport à ça? Alors la réponse elle est globale. Déjà, c'est un discours au plus haut niveau du président de la République, qui dit que toute personne en France qui n'obtempère pas aux forces légales et légitimes de notre démocratie, que sont les forces de l'ordre, doit savoir que cette personne-là met sa vie en danger. Donc déjà, il n'y a pas de présomption d'innocence, on est coupable puisqu'on n'a pas obtempéré. Et ensuite, c'est pas un permis de tuer pour les forces de l'ordre. Bien évidemment, il y aura au moins une enquête administrative, voire judiciaire. Mais en tout cas, il y aura évidemment une présomption d'innocence. Il faudra juste regarder si la riposte aura été proportionnelle. Mais déjà, ça commence par ça, déjà. Un discours au plus haut niveau pour mettre fin à l'impunité, pour dire que la République va arrêter de s'agenouiller, de se soumettre, de plier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est revoir la conception de la peine. C'est-à-dire, aujourd'hui, de ne réserver la prison qu'aux atteintes à l'État et aux personnes. Et pour tout ce qui concerne les atteintes aux biens, on tape au patrimoine et au porte-monnaie. Mais quand je dis on tape, on siphonne. On siphonne tout. On est d'accord. Et enfin, c'est-à-dire que concrètement, ça veut dire quoi? On siphonne la famille. Tout à fait. C'est-à-dire qu'après, si c'est un mineur, évidemment, vous avez la responsabilité des parents qui sont derrière. Après, le troisième volet, ça nous ramène davantage à ce sujet par rapport aux jeunes, c'est de remettre de l'ordre dans les quartiers en utilisant les groupes interministériels de recherche qu'on appelait avant les groupes d'intervention régionaux. C'est en gros, en mauvais français, une task force interministérielle qui met sous cloche le quartier pour une durée indéterminée, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, de manière à récupérer et à extraire dans la durée les personnes, essentiellement des jeunes, qui sont ni en emploi, ni à l'école, ni en formation, ce que les anglo-saxons appellent les NEETs. Donc ces gens-là, on les met dans des internats, évidemment à l'extérieur et dans une autre région. Vous voulez dire des gens qui n'ont pas d'occupation, qui sont là, qui traînent. Exactement. Donc et là, il y a déjà des solutions qui existent, c'est-à-dire les mettre en internat, dans des internats donc plus ou moins militarisés, suivant leur degré de décrochage ou de déviance. On a les internats de réinsertion scolaire, pour les quelques-uns qu'on pourra raccrocher dans la voie générale. On a les centres épides. Donc là, c'est des anciens militaires qui encadrent des jeunes qui sont décrocheurs, mais pas basculer dans la grosse délinquance, avec 3 modules, savoir-être, remise à niveau général, lire, écrire, compter, et découverte de métiers pour ensuite une formation professionnelle. Ce qui manque aujourd'hui, et c'est de recréer les jeunes en équipe de travail, c'est-à-dire, pour ceux qui sont sous main de justice, les jeunes, c'est de les mettre dans des internats militarisés avec des militaires, soit d'actifs ou réservistes. Je répète, ce qui était en œuvre entre 1986 et 2003, mais qui a été arrêté non pas parce que ça fonctionnait pas, tout simplement parce qu'à l'époque, Michel Léomary a estimé que c'était pas le rôle de la toute nouvelle armée professionnelle que de remplir ce type de mission. Mais aujourd'hui, on arrivait à... Ça a existé de 1990 à 2003. 86 à 2003. Oui. Ça veut dire 16 ans, pratiquement. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, vous étiez avec... C'est la seule façon de récupérer une partie de ces jeunes qui sont totalement sont asocialisés, ils ont même pas été socialisés.
comme vous dites, c'est des comportements barbares, presque des comportements d'animaux. Donc ces individus-là, il faut les mettre dans des internats militarisés avec, je dirais, de l'activité, de la discipline militaire extrêmement stricte du matin jusqu'au soir, avec sous couvert de la mairie qui va financer les équipements, la rénovation du patrimoine, refaire les joints des forts Vauban, l'entretien des espaces verts, c'est-à-dire des travaux d'intérêt général, mais avec encadrement militaire. C'est pas l'agent communal qui va les encadrer, on est bien d'accord, c'est pas sa mission, il est pas préparé à ça. Ça va être des militaires. Et je peux vous dire qu'on obtient des résultats parce qu'ils vont apprendre ce que c'est que la saine autorité. Voilà, c'est-à-dire ils vont avoir des sergents, des caporaux, des lieutenants, des armoires à glace, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, qui sont rustiques et qui vont leur dire si ça va pas, ça va être une marche de nuit avec un sac à dos de 30 kilos sur le dos. Et là, le jeune qui va avoir tendance à toiser l'autorité de l'État à travers les militaires, il va vite comprendre c'est qui le patron. Parce qu'au bout de 5 kilomètres, quand il sera en train de gémir, il verra le sergent, le caporal qui lui dira lève-toi maintenant. Si t'es un homme, entre guillemets. Continue. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, oui, c'est ce que vous dites, c'est qu'ils aient le sens, qu'ils apprennent qu'il y a un mur, qu'ils ne peuvent pas aller faire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas l'apprentissage de l'autorité, pas dans la famille, puisque sinon ils ne seraient pas dans cette situation-là, pas à travers l'école, il n'y a plus de service militaire obligatoire, ils restent dans leur quartier, donc ce qui fait qu'ils n'apprennent que la loi du plus fort, en fait. Donc ils ne savent même pas ce que c'est qu'une saine autorité dans dans un état de droit, dans une société, je dirais, classique. Oui, mais alors justement, revenons à ce que vous avez dit au début, Patrice Huban. Vous avez dit, oui, le président de la République doit dire que, attention, refus d'obtempérer, ça signifie ça. En tout cas, vous mettez votre vie en danger, votre existence en danger, d'accord. Mais pour appliquer, vous n'avez pas parlé de la justice, vous n'avez pas parlé d'un sentiment d'impunité, insécurité chez les uns, impunité chez les autres. Tout à fait. Alors on a parlé un petit peu de la justice avec la nouvelle conception de la peine. Donc déjà, on va pas encombrer les prisons avec des atteintes aux biens. Donc ça, c'est plus dissuasif de siphonner le portefeuille, le patrimoine, que de les envoyer en prison. Pour les jeunes, on a évoqué la prison est contre-productive, donc on les met dans ces centres plus ou moins militarisés. Et après, oui, on peut remettre aussi des peines planchées ou un certain nombre de dispositifs. Donc ça, vous n'êtes pas donc pour construire, par exemple, on dit oui, où sont les 15 000 places de prison qu'avait promis le président de la République, etc. Alors déjà, si vous ne mettez pas en prison des gens qui ont ont commis des infractions vis-à-vis des biens, donc déjà vous allez réduire le volume des prisonniers. Ensuite, vous renvoyez évidemment les délinquants étrangers à l'issue de leur peine. Et puis il y a ces jeunes là que vous évitez de mettre en prison sous couvert du juge et que vous mettez avec une réduction de peine entre les mains des militaires. Après, ce qu'on peut imaginer, c'est comme ce qui a été fait par le Danemark et la Norvège, c'est de louer des places de prison à l'étranger. Le Danemark a loué des places de prison au Kosovo. Ah ouais. La Norvège aux Pays-Bas. Et vous savez que c'est pas une obligation, je dirais, c'est à l'appréciation du juge de mettre un prisonnier à côté de son environnement familial qui peut être néfaste à sa réinsertion. Ouais. Mais le juge peut estimer qu'on le met dans un autre pays d'Europe. Regardez Ivan Colonna. Ils ont demandé avant qu'il décède pendant des années à ce qu'il soit incarcéré en Corse. Ça n'a pas été le cas. Ouais. Et alors, oui et non, et ça c'est vrai que ça pose un véritable problème. Et l'autre problème, c'est, vous dites alors tout ça, on voit vous dites voilà, il faut appliquer. Mais quand on voit ce qui se passe avec les obligations de quitter le territoire français, Patrice Huban, vous savez que sur 100 OQTF, il y en a 6 qui sont appliqués, pas plus. Tout à fait. Alors on se dit, mais alors travaux d'Hercule, vaste programme. Alors, déjà, il y a un problème de moyens. On a 2 fois moins de magistrats pour 100 000 habitants que la moyenne européenne. On est champion du monde de la dépense publique et des prélèvements obligatoires. On est de mettre suffisamment de magistrats, de greffiers pour assurer une démission de base de l'État qui est la justice. Je ne parle même pas de la sécurité, bon, c'est peut-être moins patent, mais pour la justice, c'est patent. Il n'y a pas assez de moyens. Et donc après, sur l'immigration, il faut éviter qu'ils rentrent. Et pour ça, il faut avoir une approche globale et essayer d'aller le plus en amont dans la profondeur. Et il faut payer des influenceurs en Afrique pour dissuader les jeunes de quitter leur pays en leur montrant des images chocs, des jeunes balancés à la mer, maltraités, frappés, etc. Et leur montrant aussi qu'une fois à Paris, c'est pas l'Eldorado, parce que ceux qui réussissent, en général, pour pas perdre la face, ils se prennent en photo dans la Tour Eiffel. Mais ils montrent pas dans quelles conditions ils vivent. Donc c'est payer les influenceurs locaux pour les dissuader de venir de manière illégale, augmenter les visas de travail, parce qu'aujourd'hui, les visas de travail, c'est que 15% de l'immigration légale. Il faut fortement réduire le regroupement familial, fortement réduire les visas étudiants,
et augmenter les visas de travail avec des conditions, c'est-à-dire vous avez un niveau de français minimum, je crois que c'est le niveau B2 dans la nomenclature, peu importe, et vous attestez que vous reconnaissez les valeurs et principes de la République, l'égalité homme-femme, le droit de croire, ne pas croire, etc. Et une caution de 5 à 10 000 euros. On leur dit, mettez plutôt cette caution pour venir de manière légale plutôt que payer un passeur et risquer votre peau. Et ensuite, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est mettre la marine française et éventuellement des pays européens concernés, Italie, Espagne, Grèce, en limite des eaux territoriales du Maghreb et du Machrek. Et le droit international stipule que la police des mers, ça relève de la marine militaire et qui doit combattre le trafic d'êtres humains et la piraterie. Et donc vous interceptez ces navires, vous faites de l'humanitaire, de toute façon vous allez les sauver, mais vous les mettez pas, vous devez les mettre en lieu sûr, ce qui ne veut pas dire Union européenne. Et donc on en vient au centre de rétention et de traitement administratif. On va en parler juste après cette petite pause et on va reprendre quelques minutes avec vous, Patrice Huban. À tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Patrice Huban. Voilà, on a énuméré, effectivement, vous avez énuméré, Patrice Huban, ce qu'il faudrait faire, effectivement, que ce soit en France ou hors de France, et voir ce qui se passe, effectivement, dans les mers, voir ce qui se passe au niveau des passeurs, voir ce qui se passe au niveau des sanctions. Mais encore une fois, on repose la question maintes fois reposée. Pour cela, il faut un pouvoir qui a envie, qui n'a pas peur de braver une certaine popularité ou surtout des polémiques. Est-ce que c'est faisable? Je veux dire, est-ce que là où on en est aujourd'hui, en 2024, avec un nouveau gouvernement Bayrou, mais ce n'est pas le problème de François Bayrou ou de tel, c'est que ce constat, il est fait, vous donnez des solutions concrètes, des propositions concrètes, mais qui va les exécuter? Et avec quel courage? Exactement. On ne pourra jamais régler les problèmes avec ceux qui les ont créés. C'est une règle d'or. Et dans l'histoire de France, à chaque fois qu'il y a eu des effondrements, car hélas, notre pays a coutume d'être en retard d'une réforme, en avance d'une révolution, il y a une régénération des élites. Pendant la Révolution française, sous le Consulat et avec l'Empire, on a eu une reformation des élites sur une base méritocratique. On a eu la défaite du 171, en 1872, il y a eu la création de l'école libre de sciences politiques qui a préfiguré Sciences Po. Alors on peut discuter de ce qu'est Sciences Po aujourd'hui, mais enfin à l'époque on a régénéré les élites. Et la France, tenez-vous bien, entre 1872 et la Seconde Guerre mondiale, a organisé 6 expositions universelles et a été à l'origine des plus grandes découvertes du temps avec l'aviation, l'automobile, etc. Sans parler des inventions, sans parler des innovations. On a également la Seconde Guerre mondiale avec l'école d'Uriage qui a donné naissance à l'ENA à la sortie de la guerre. Donc après, on peut là aussi discuter de ce qu'était l'ENA avant l'INSP. Oui. Mais en tout cas, à l'époque, on a opéré des sursauts spectaculaires. Oui, mais Patrice Huban, c'est une question de volonté, encore une fois. De Gaulle, il disait non. Exactement. Il est parti en 40 à Londres avec 6 pelés et 3 tondus parce qu'il disait non. Exactement. Où sont, je dis même pas les de Gaulle d'aujourd'hui, où sont les gens qui disent non? Mais André Berkoff, le problème, c'est que c'est hélas un phénomène récurrent. C'est-à-dire qu'il y a un adage qui dit les temps difficiles font les hommes forts font les temps de paix font les hommes faibles font les temps difficiles. Donc on est arrivé au bout de ce cycle. On en est là. Et il va falloir, hélas, encore qu'on touche le fond de la piscine avant d'opérer un sursaut. Mais je sais qu'on peut opérer un sursaut historique, être le pays le plus puissant et prospère d'Europe et même se hisser au 3e rang mondial, qui est le rang naturel de la France. Merci. Écoutez, j'espère qu'on est déjà au fond de la piscine et qu'on va remonter. Merci Patrice Huban. Merci André. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Y a tant de vagues et de fumée. Ouais, il est là, il a été libéré. Il a été libéré par le Danemark et il est heureusement là, c'est Paul Watson. Paul Watson, on ne vous le présente pas, c'est le fondateur de Sea Shepherd, c'est la personne qui s'est battue depuis des années et des années et des années contre l'anéantissement, contre la chasse à la baleine, et il faut bien dire un certain anéantissement. Il avait été arrêté le 21 juillet 2024 à Nuuk, au Groenland, sur la base d'une notice rouge d'Interpol relancée par le Japon. Il était en route avec son navire pour intercepter un nouveau navire-usine baleinier nippon. Placé en détention pendant près de 5 mois, il vient d'être libéré. Il a été libéré hier. Le Danemark a rejeté la demande d'extradition du Japon. Paul Watson est là, à quelques jours de Noël. Et évidemment, je crois qu'il ne va pas s'arrêter. Bonjour. Allô, vous êtes là, Lamia ?
Oui, bonjour André, bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes président de Sea Shepherd. Je pense que vous et votre association, vous êtes plutôt, vraiment heureux. C'est un bon cadeau de Noël, ça. Oui, il n'y avait pas de meilleur cadeau de Noël possible et c'est vrai que jusqu'à avant-hier, on n'était pas forcément très confiant sur l'issue de tout ça. Donc voilà, c'était une très très bonne surprise. Bon, mais ça c'est... Alors dites-moi, ça a été... Vous attendiez quand même à sa libération, c'est-à-dire que vous étiez plutôt optimiste quant à l'issue, parce qu'on se demandait s'il n'allait pas être extradé au Japon. Et vous étiez plutôt optimiste quant à l'issue? Non, on avait des signaux quand même très très inquiétants sur l'issue, parce qu'on savait que le Japon était en train d'exercer une énorme pression économique et politique sur le Danemark, mais aussi sur la France, qui s'est beaucoup mobilisée pour la libération de Paul Watson. Oui. Et donc, face à ce rouleau compresseur japonais, on n'était quand même pas serein du tout. Eh bien, écoutez, on est très heureux. Paul Watson, bonjour. Bonjour. On voulait qu'on parle en français ou en anglais? Il va falloir parler anglais, mais je vais faire la traduction. Ouais, très bien, Lamia. Alors, Paul Watson, many people, I mean thousands, millions of people are very happy to see you outside now Denmark and Greenland, and to see you here. So, what do you say about what happened to you? You think it's... Well, it's a victory against, effectivement, some oppression, and we know what. What is your how do you sum up what you have been living since a few months? Well, there is a crime here, and the crime is the illegal killing of whales by Japan. Il y a un crime dans cette affaire, et ce crime, c'est le massacre illégal des baleines par le Japon. And what I did was expose that internationally. Et ce que j'ai fait, c'est rendre ça public au niveau international. Which was very embarrassing to the Japanese whalers and to the Japanese government. Ce qui a été extrêmement embarrassant pour le gouvernement japonais et pour les baleiniers japonais. So what this is a politically motivated false accusation of a very minor charge. Donc toutes ces accusations reposent sur des mensonges, et tout ça est un motif politique. Which hardly warrants a red notice by Interpol. I mean, you just don't go get a red notice for trespassing. Et ce qui est aberrant dans tout ça, c'est qu'on m'a mis sur la notice rouge d'Interpol pour conspiration d'abordage, ce qui n'existe nulle part au monde. Ouais. And Japan has been relentless for 14 years trying to do everything to keep us from continuing to expose their illegal activities. Et le Japon a été est déterminé depuis des années, obsédé à l'idée de m'empêcher d'exposer leurs actions sur la scène internationale. Oui, Paul Watson, why do you think the Japan is so eager? They profit widely from the hunt of whale hunt? They don't profit at all. It exists by measure of huge subsidies. Il n'y a aucun profit, en fait. C'est une industrie qui est mortifère. Elle ne survit que grâce à des énormes subventions publiques. But the Japanese whaling company is owned by the Japanese government. Mais l'entreprise de chasse baleinière, en fait, elle appartient au gouvernement japonais. And the directors are all former politicians with ties to the government who make six-figure salaries sitting on that board. Et tous les directeurs de cette industrie baleinière sont d'anciens membres du gouvernement japonais qui ont le bras long et qui ont des salaires à 6-0. 6-0, oui. In fact, 30 million euros from the Tsunami Relief Fund was actually channeled into the whaling industry, which, when we exposed that, was very embarrassing. En fait, 30 millions d'euros des dons qui ont été faits suite au tsunami ont été affectés à la chasse baleinière, et quand on a exposé ça publiquement, ça a été très très embarrassant. Donc il y a eu 30 millions qui ont été détournés, c'est ça? C'est ça, 30 millions qui devaient normalement aider les victimes du tsunami, qui ont été injectés dans la chasse baleinière. D'accord. Et ok, mais alors non, mais ma question, je vais l'appeler un ami. Ma question était, c'est pour cette chasse baleinière, s'il n'y a pas de profit, pourquoi ils le font? C'est les sociétés, quoi. On mange de la baleine, c'est quoi? C'est la consommation, c'est quoi? Non, je vais rephraser un peu. En fait, il y a moins de 1% des Japonais qui mangent de la viande de baleine. Donc, c'est pas du tout une viande populaire. Le gouvernement japonais a dépensé énormément d'argent dans des campagnes marketing
pour redonner le goût de la viande de baleine aux jeunes, notamment le burger de baleine. Et en fait, ça ne marche pas. Donc, ce qu'explique Paul, c'est qu'il n'y a aucun sens économique à tout ça, mais simplement une poignée de personnes, une poignée de nantis qui bénéficient d'énormes salaires parce que cette industrie existe. Et donc, ils se battent pour la maintenir artificiellement. Voilà. C'est un lobby comme ça qui est là parce qu'il existe par ça, c'est ça? Exactement, c'est un lobby qui profite à une poignée de personnes. D'accord. Et alors, Paul Watson, are you going? No, I think you're going to take a rest with the family. But are you going to resume your fight because the whales are still there and the whale hunters are still there? Oh, I will never stop doing everything we can to protect the whales from illegal whaling activities. Mais je n'arrêterai jamais de faire tout ce qui est possible pour protéger les baleines. We will intervene against Iceland's plans next year to kill whales. On interviendra contre la chasse baleinière islandaise l'année prochaine. And we will be in the Southern Ocean if Japan returns to the Southern Ocean Whale Sanctuary. Et on sera dans le sanctuaire baleinier antarctique si le Japon décide d'y retourner. So you'll never stop. No, I've been doing this for 50 years. I don't see any retirement, and we've achieved a lot during that 50 years. Non, vous savez, moi, je fais ça depuis 50 ans. Je n'imagine pas partir à la retraite. Et on a réussi beaucoup de choses en 50 ans. And I hope by the time I die, that whaling will no longer exist. Et j'espère que de mon vivant, je verrai la fin de toute chasse baleinière. Voilà, et on va dire à Paul Watson, effectivement, comme a dit un certain qu'on aime ou qu'on n'aime pas, fight, fight, fight. C'est-à-dire... Merci beaucoup, merci à Paul Watson, merci à vous Lamia, et puis tenez-nous au courant de tout ce que fait Sea Shepherd, parce qu'on est tout à fait pour. Ça sera fait, merci beaucoup André, merci à tout le monde. Merci. Thank you. Eh ben, on reste dans les bonnes nouvelles après la libération de Paul Watson. Eh ben, on va jouer pour les auditeurs au grand sapin de Noël. Et c'est le moment pour nous d'ouvrir les cadeaux de Noël. Et c'est Alain que nous avons en ligne. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la banlieue bordelaise. Je vous appelle de Pétac. Ah. Est-ce que la rosière est toujours là? La rosière est toujours là, tout à fait, Monsieur Berkoff. Et je dois vous dire, je suis content que ce soit dans votre émission que je gagne, parce que j'ai découvert Sud Radio pendant votre émission, pendant le Covid, le premier Covid. D'accord. Eh ben, c'est un double cadeau alors. Merci, merci oui. À vous. Oui, c'est moi. Bon, on va quand même jouer. Donc, je vous rappelle que vous avez gagné parce que vous êtes le 25e à avoir appelé. Et derrière ce chiffre, il se cache aujourd'hui une tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes, offrant un confort largement supérieur à votre téléphone. Alors, c'est un véritable outil de travail ou de loisir que vous pourrez emporter partout. Et en plus, vous pourrez même vous brancher avec cette tablette sur YouTube pour regarder nos émissions en replay ou en direct ou encore sur sudradio.fr. Bravo Alain. Merci beaucoup. Merci. Et Alain, vous embrassez la rosière pour moi, s'il vous plaît. Mais je manquerai pas, Monsieur Berkoff. C'est vraiment gentil et j'apprécie de vous écouter. Ça, je vous le cache pas. Merci Alain. Et à très vite. Et ben joyeux Noël Alain. Et puis pour les autres auditeurs, ne désespérez pas. Vous pouvez encore jouer toute la journée ou jusqu'au 27 décembre. Alors restez connectés sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, est-ce que vous n'avez pas les Vaïnés? Est-ce que vous n'avez pas Tahiti? Ah, la mer, le soleil, les alizés, tout cela. Eh ben, comment ne pas aimer ça? Et Anne Hidalgo, la maire de Paris, que le monde entier nous envie, aime ça. Mais est-ce que l'amour a un prix? That is the question. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Téléphone. Alors pourquoi vous aimez bien beaucoup une chanson de téléphone? Pourquoi ça? Eh bien c'est très simple, c'est que vous savez en novembre 2023,
Anne Hidalgo était partie 3 semaines en Polynésie, d'ailleurs pour tester, paraît-il, c'était avant les Jeux Olympiques, voilà, comme vous le savez, de 2024, tester les installations des épreuves qu'il allait avoir là-bas. Une association anticorruption avait déposé une plainte contre X pour détournement de fonds publics. Le parquet national financier avait repris le relais en menant des perquisitions dès mars 2024. Alors, pourquoi ? Parce que ça avait coûté, transport de la délégation incluant les vols aller-retour, 40 955 €. L'hébergement et la restauration sur place avaient coûté 18 545 €. Bon, ça fait, 60 000 € pour 15 jours. Oui, alors, aux frais, ça aurait été leur argent, aucun problème. Aux frais de la princesse, c'est-à-dire du contribuable parisien, c'est un autre problème. Mais, il y a eu une dépense supplémentaire. Une dépense spécifique, ils ont vu qu'il y avait un forfait téléphonique de 30 000 €. 30 000 € de forfait téléphonique, uniquement pris en charge par la municipalité. Alors, c'est simplement, alors il dit quand même 30 000 €, ça fait un peu beaucoup, hein, comme... Eh bien, ça a été une négligence technique. En fait, aucun membre de la délégation n'a vérifié que le forfait téléphonique d'Anne Hidalgo était compatible avec l'opérateur local. Donc, elle a téléphoné à Anne Hidalgo, c'est normal, elle voulait savoir comment ça se passait à l'hôtel de ville. Eh bien, explosion des coûts, voilà. En fait, Anne Hidalgo a dit que c'était une mission officielle visant à renforcer les liens entre Paris et la Polynésie française, etc., etc. Le téléphone n'en a pas vraiment parlé, voilà. C'est quand même, il y a des excès, mais peut-être ce serait évitable tout ça. Et franchement, c'est très bien de voyager. C'est très. Je souhaite à tout le monde de voyager, mais peut-être qu'on pourrait un peu différent et ne pas confondre les fonds publics et les fonds privés. Peut-être ce serait pas mal quand même, parce que c'est pas tout à fait la même chose, hein. Chez Anne Hidalgo, déjà que vous les avez gratifiés de pistes cyclables, de pistes trottinables, de piétons remplaçables, enfin de tout ça, vous avez fait de Paris vraiment une ville tellement plus agréable à visiter, à se balader. Vous avez fait des commerces parisiens, des commerces florissants, surtout dans certaines rues, avenues et autres, que franchement, vous méritiez ces vacances. Prolongées peut-être, on verra. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors voilà où on en est aujourd'hui. On en est aujourd'hui de la pensée correcte. Je ne sais pas si le wokisme ou la cancel ou tout ce que vous voulez. Tout ce qui consiste à ratiboiser et à tondre et à censurer et à émasculer et à faire qu'aucune tête ou aucun cerveau ne dépasse. La Cinémathèque française a annulé à la dernière minute la projection du film Le Dernier Tango à Paris. Un grand film, un chef-d'œuvre de Bernardo Bertolucci avec Marlon Brando et Maria Schneider. Un film qui date de 1972, hein, donc il y a plus de 50 ans. Eh bien, vive critique des associations féministes et plusieurs personnalités. Alors effectivement, il y avait une scène imposée à l'actrice Maria Schneider, une scène de viol. Attendez, une scène de viol qui n'a pas du tout été accomplie, hein. C'est une vieille scène de viol simulée. Bon, il y a eu beaucoup de problèmes, etc. Mais il y a eu à l'époque, il y avait eu des controverses. Mais là, eh bien, annulation, risque sécuritaire selon le directeur de la Cinémathèque Frédéric Bonneau, qui a évoqué un souci d'apaisement des esprits. Voilà, donc le dernier tango à Paris ne peut plus être montré, ne peut plus être projeté. Non, vous pourrez le voir chez vous, hein, avec votre DVD si vous en avez encore ou autre, mais c'est quand même tout à fait intéressant, hein. On en est, voilà. Alors, Judith Godrèche, l'actrice, s'est insurgée, très bien. Des collectifs, des syndicats ont condamné la précision de projeter le film sans réflexion suffisante. Or, la Cinémathèque avait organisé un débat
il y avait un débat en amont de la projection pour soulever les questions, voilà. Mais comme on est en MeToo et comme il y a le procès de Christophe Rugia pour l'agression sexuelle sur l'actrice Adèle Haenel, on a dit non, écoutez, il vaut mieux ne pas faire. Et dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Non pas on s'abstient, dans le doute, on fuit. Voilà le problème. On fuit, on s'en va. Or, je vais vous dire, le viol est une chose immonde, abominable. Moi, je vais vous dire, pour la castration chimique, pour un certain nombre de violeurs. Donc, on ne me parle pas de ça. Mais que vous fassiez votre beurre sur un film, alors écoutez, supprimez tout l'Empire des Sens, il y a énormément de... Supprimez la moitié des œuvres cinématographiques où il y a de la violence, où il y a des bagarres, où il y a des meurtres au couteau, il faut supprimer, bien sûr. Alors écoutez, puisqu'on est contre la peine de mort, eh bien, supprimons tous les films violents. Allons-y, censurons. Hallucinant, vraiment. Ils ne comprennent pas que c'est la machine à décerveler, que c'est la machine d'Alfred Jarry. Allez, coupons. Bravo, c'est intéressant, hein. C'est-à-dire qu'il y a des extrémistes, des ignobles intégristes qui, quand ils voient un saint, ils le coupent. Et nous, c'est le contraire. C'est que quand on voit un saint, voilà, je veux dire, ce sera ça, quoi. C'est-à-dire cacher ce sein que je ne saurais voir. Non seulement Tartuffe, mais Tartuffe lâche. C'est quand même triste. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, ça continue avec Bayrou. Je trouve qu'on en fait trop avec Bayrou. Très, très sincèrement. Attends, il vient d'arriver, et tout ça, oui, les boulettes. Pourquoi il n'est pas... Alors, je vais vous dire une chose simplement. Pourquoi il n'est pas à Mayotte et pourquoi il est à Pau ou ailleurs? Mais le problème, attendez, ça suffit la com'. C'est pas parce que Macron demain et Bayrou aujourd'hui sont à Mayotte que ça va changer quelque chose. Il faut absolument mettre le paquet sur les sauveteurs, sur les médecins, sur les vivres, sur tout ce qui doit être envoyé pour sauver cette population qui est tragiquement et depuis des décennies, et le cyclone n'a fait que dramatiser la situation. Mais en même temps, Bayrou, quand on l'entend, là on comprend pas très bien. Écoutez, il parle et voici ce qu'il dit. Écoutez. Toutes ces habitations détruites. Et même d'une population qui n'est pas recensée. En plus, c'est une population qui, du point de vue des papiers, est illégale. Et du point de vue de la vie, ce sont des hommes et des femmes. Est-ce que c'est le sujet aujourd'hui de savoir si c'est légal ou pas légal ? Justement non. Voilà. Est-ce que dire que ce soir tout le monde est mahorais sur le territoire ? Tout le monde est mahorais. Nous sommes mahorais. Et désormais, il faut qu'on agisse. Franchement, non mais là, il y a un vrai problème, depuis le début. D'abord, vous savez très 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 bien que l'immigration est un problème énorme à Mayotte, notamment l'immigration comorienne, mais pas seulement, et que beaucoup de gens viennent pour effectivement accoucher à Mayotte, territoire français, et avoir toutes les lois françaises à leur disposition. Et les aides françaises, évidemment, en secours et en recours. Donc, le problème n'est pas là. Évidemment qu'il faut sauver tout le monde. On ne va pas faire la discrimination entre illégaux ou pas. En l'occurrence, pas à cause du cyclone. C'est évident. Mais qu'est-ce que c'est? Et puis alors, vraiment, mais arrêtez. Nous sommes tous mahorais. Voilà. On est là, bien au chaud. Nous sommes tous mahorais. Non, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas tous mahorais. Nous sommes en France, ici, bien au chaud. En tout cas, beaucoup d'entre nous. Et nous ne sommes pas mahorais. En revanche, il faut aider les mahorais. Il faut les secourir. Il faut tout faire pour les aider. Et puis il faut tout faire après, quand l'histoire des bidonvilles et l'histoire des ravages du cyclone seront je dirais pas apaisés, seront corrigés, et quand on reconstruira, eh bien il faut s'occuper de ce problème de l'immigration, de ce problème de l'invasion absolument sauvage et permanente de Mayotte. Et qui dit ça? Les Mahorais, tous, de gauche à droite, en tout cas beaucoup, vraiment, qui ne sont pas des démagogues, disent ça suffit, on ne peut pas continuer dans cette insécurité, cette violence, et surtout de ce petit confetti de l'ancien empire. Alors, si vous voulez le brader ou pas? Si vous voulez pas le brader, eh bien, mettez-y les moyens. Mais c'est pas en disant nous sommes tous mahorais, c'est en disant nous sommes tous concernés. Et ce n'est pas le problème d'illégalité ou illégal. Voilà. Donc, franchement, un tout petit peu
de factuel, un tout petit peu de vérité, un tout petit peu de concret, et arrêter les salivations inutiles. Et vous voulez réagir au coup de gueule de André Berkoff, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Juste après le flash d'information, André Berkoff recevra pour son face-à-face Marie Tapie, la belle-fille de Bernard Tapie. Elle nous racontera, derrière l'homme d'affaires, quel était l'homme Bernard Tapie. Sud Radio. Retrouve André Berkoff qui, aujourd'hui, pour son face-à-face, reçoit Marie Tapie, la belle-fille de Bernard Tapie, pour son livre Tapie comme Bernard, et c'est aux éditions Presse de la Cité. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Il est parti le 3 octobre 2021, mais tout le monde le connaît, tout le monde se rappelle, et même ceux qui ne l'ont jamais ni côtoyé ni vu savent qui c'est, Bernard Tapie. Bon, moi je ne veux pas dire que je ne le connais pas, je l'ai connu, je l'ai rencontré il y a 40 ans, et on ne s'est jamais vraiment, tout en se voyant des mois pendant des mois, mais on ne s'est jamais vraiment quitté. Et Tapie, effectivement, c'est intéressant parce qu'il était haï par les uns, adoré par les autres, et c'était quelqu'un qui était hors sol et hors norme, bien sûr, surtout. Et il y a un livre donc, que j'ai reçu et qui m'a touché, pas seulement parce que je connais Tapie, mais parce que c'est un témoignage très intéressant de Marie Grissinger. Marie Grissinger est devenue Marie Tapie parce qu'elle a épousé Laurent, l'un des fils de Tapie, et ça fait 30 ans qu'elle est entrée dans la famille, hein, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Merci de me recevoir. Effectivement, ça fait une trentaine d'années. J'avais 17 ans quand j'ai connu mon mari et Bernard à l'époque, qui n'était pas encore mon beau-père, mais qui m'a vu grandir en fait. Oui, c'est ça. 30 ans, c'est 30 ans. On peut pas dire. On pourrait dire que vous êtes une pièce rapportée, mais non, vous êtes de la famille, et même maintenant, et puis depuis toujours, je pense. Oui, puis on n'était pas une pièce rapportée avec Bernard Tapie. Soit il vous aimait, et là, il vous incluait dans son clan. J'étais comme une fille pour lui. Soit il vous aimait pas, et bon, vous faisiez même pas partie de sa vie. Alors justement, Marie, racontez-nous, et je veux dire, encore une fois, je recommande vraiment ce livre, parce que, encore une fois, quels que soient les sentiments qu'on peut avoir, c'est bouleversant, et c'est bouleversant parce que c'est une personnalité, encore une fois, qui est sortie de sa zone de confort depuis très longtemps, qui est, je l'ai dit, hors norme, qui a emprunté les chemins de traverse et qui avait, et ça on peut le dire, joui d'une popularité en France comme on a très rarement vu, en tout cas dans ces temps, dans ce fin de 20e et début du 21e siècle. Il aurait été maire de Marseille, et peut-être plus si affinité, en tout cas les affinités étaient là. Alors qu'est-ce que c'était Marie, de faire partie du clan Tapie? C'était quoi le clan Tapie? C'était le clan dirigé par un patriarche très présent et qui était ultra soudé, sachant que Bernard Tapie ne vivait qu'à travers sa famille, que c'était son socle, son pilier, qu'il revenait tous les soirs à la maison, quelles que soient ses activités, pour être en famille. Donc c'était une espèce de bulle protectrice de faire partie du clan Tapie. Tapie, donc sa femme Dominique, dont on sait combien elle a été importante, et ses enfants, ses petits-enfants d'ailleurs, et le socle. Alors, est-ce que c'était, il était, alors à l'intérieur du clan, enfin en famille, il était toujours le Tapie, bravage, tchatcheur, discoureur, et parlant de tout et de rien. Ouais, c'était un hyperactif, donc effectivement, il parlait beaucoup, et toute la journée, il passait d'une activité à une autre, toujours très pris par tout ce qui concernait les dernières années, ses procès. Et tout tournait effectivement autour de lui, et pendant les vacances on était même obligé de se relayer avec ses amis tellement il nous épuisait, tellement il était hyperactif. Il fallait que l'un après l'autre on soit près de lui parce qu'il parlait toute la journée, voilà. Oui, il fallait se relayer, quoi. Exactement, ses copains se relayaient. Ouais, il y avait qu'en cuisine où c'était un peu plus paisible pour nous parce que ça l'occupait beaucoup, il passait des heures à cuisiner. Il adorait ça, je crois. Hein, il adorait ça, il adorait régaler ses amis et sa famille, ce qui est d'ailleurs un signe de générosité certain. Oui, c'est vrai. Mettant son tablier, etc. Voilà, mettant son tablier, allant faire son marché, préparant sa paella pendant des heures.
Moi, j'étais coincée entre une mère pied noir qui cuisinait aussi énormément et Bernard Tapie. Vous imaginez, les deux se faisaient une compétition de tous les diables pour être le meilleur cuisinier. Donc voilà, c'était des années très sympathiques et très familiales. Et vous en profitiez, bien sûr. On en profitait tous, mais on finissait le week-end sur les rotules parce qu'on passait de la mère pied noir à Bernard qui se tirait la bourre sur la cuisine. Et alors justement, vous, et quand vous avez rencontré Laurent, vous l'avez épousé, vous aviez entendu parler sûrement de Bernard Tapie, mais vous aviez déjà des a priori ou pas du tout? Moi, je venais d'une famille qui, a priori, n'aimait pas spécialement Bernard Tapie. Mes parents étaient plutôt de droite, ils aimaient Raymond Barre. Enfin, vous voyez, ils trouvaient que Bernard était un peu matu vu, donc ils n'étaient pas forcément emballés de cette liaison au départ. Et puis, c'était un monde tellement différent du nôtre. Moi, j'avais une mère professeure, un père océanographe. J'ai grandi en Polynésie, là où j'ai rencontré mon mari. Donc, ça les effrayait un peu en réalité. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est vrai qu'ils étaient, lui universitaire, c'est ça. Voilà, c'est ça. Chercheur océanographe. Ouais, c'est ça. Et donc des a priori pas hyper positifs, mais après, mon père, qui pourtant était le plus récalcitrant à ce que je me mette avec Laurent Tapie, les années qui ont suivi, après avoir connu Bernard, était le premier à le défendre dans les dîners, puisque vous savez bien qu'il fallait défendre souvent Tapie dans certains milieux. C'est un grand objet de discussion. Voilà, exactement. C'est vrai, et sujet de discussion. Mais alors justement, qu'est-ce que vous avez, intéressant, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que, au fur et à mesure, donc du quotidien, de la famille, etc., il avait un côté saoulant, mais il avait un côté très séduisant. Comment vous l'avez apprécié au fur et à mesure? Moi, j'ai eu le sentiment au premier abord que c'était quelqu'un d'insupportable. Et à 17 ans, j'étais assez insolente, donc je lui répondais systématiquement. Je le reprenais parce que je trouvais qu'il était un peu brutal dans ses propos et très directif. Donc on a eu des relations très tendues au départ. Ah ouais. Vous avez un exemple? Un exemple, ça l'agaçait parce que je débarquais dans la famille, donc et que je lui prenais son fils, alors qu'il avait une relation fusionnelle avec son fils. Ils regardaient le foot pendant des heures tous les deux. Et moi, j'arrivais et je voulais récupérer mon petit ami à l'époque et partir et qu'il ne passe pas sa vie avec son père. Donc ça, déjà, ça le mettait hors de lui. Et à tel point qu'à un moment, on était tout jeune, on a quitté le domicile familial parce que Bernard adorait avoir ses enfants dans la même maison. Et ça a été la première étape vers plus de respect de sa part à mon égard. Et après, j'ai compris à le connaître. En fait, c'est un homme qui est comme une fanfare de défauts qui l'accompagne partout. Et on ne voit que ça. Parce qu'il est colérique, il parle mal, il peut être grossier. Mais une fois qu'on a passé cette croûte comme ça, un peu compacte de défauts, on découvre quelqu'un de très humain, un père de famille exemplaire et très très disponible pour ses proches. Et c'est vrai, parce que c'était pas du tout... Alors lui, c'était le contraire du cavaleur, c'était le contraire de quelqu'un qui allait à droite et à gauche, qui était extrêmement... il était famille, il était fidèle, etc. Mais justement, quand vous dites, c'est très joli, la fanfare de défaut, jolie expression... ça lui va assez bien d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et en fait, quand vous étiez alors avec vos amis, avec vos fréquentations, etc., parce que ça c'est intéressant de rester un peu là-dessus. Et est-ce que vous aviez à chaque fois, ou pas à chaque fois, enfin souvent à le défendre? Parce que moi j'ai connu ça aussi dans des dîners de famille quand on parlait de Tapie, ça tournait toujours non pas à la risque ou à la bagarre, mais enfin avec des gens qui disaient mais c'est pas possible ce type, c'est un escroc, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que ça vous arrivait souvent d'avoir à le défendre? J'avais à le défendre, mais pas tant que ça, parce que les gens, je pense, respectaient le fait que je vivais avec son fils. J'avais à le défendre, et encore aujourd'hui, on en parle, mais j'ai l'impression qu'avec les années, et surtout avec la maladie, il a eu plus de fans que de détracteurs. C'est clair. Ouais. Mais de toute façon, les gens l'ont vraiment admiré durant son combat contre le cancer. Mais je veux dire que même à l'époque, avant le cancer, il avait plus de fans que de détracteurs. Parce que quand on voyait les foules qu'il pouvait attirer, j'ai juste une anecdote,
Mais à le dire un jour, il y avait le maire d'Aurillac dans le Cantal il voulait absolument recevoir Tapie. Et il a dit, ok, j'y vais, je prends mon jet, j'y vais, qui me paye l'essence. Bon, enfin. Et j'arrive là-bas et ils avaient prévu 1000 personnes. Il y a eu 10 000 personnes qui sont arrivées de toute la région. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de charisme, en tout cas populaire, qui était là après. C'est clair. Et vous avez participé quand même à... Alors justement, parce que 30 ans, à sa vie politique. Quand je dis politique, non pas au sens d'engagement, mais au sens d'aller dans des meetings, dans des campagnes, etc. Moi, je l'avais accompagné en Guyane pendant les européennes. Oui. Puisque j'ai aussi j'ai grandi entre la Polynésie et la Guyane, donc ça me tenait à cœur. Il m'avait emmené très gentiment. Ça m'avait permis, d'ailleurs, à l'époque, je devais avoir une vingtaine d'années, ça m'avait permis de mieux le connaître parce que pour la première fois, j'étais complètement seule avec lui. Donc oui, je voyais qu'il générait vraiment de l'enthousiasme, notamment des classes populaires. Et je vois vraiment un décalage entre ce que nous offrent les médias quand ils parlent de Tapie et puis quand je parle aux gens dans la rue, dans les taxis. Et je me rends compte quand je parle vraiment aux Français qu'il y a quand même beaucoup d'amour pour ce personnage et qu'il a touché énormément de personnes. Et c'est pour ça que quand vous dites « je m'appelle Marie Tapie », il dit « Tapie comme Bernard ». Voilà, dans les taxis, systématiquement, Marie Tapie, mais Tapie comme Bernard. Ouais. On va continuer d'en parler, vous voyez, de parler de ce livre, de ce très joli livre de Marie Grissinger-Tapie sur Bernard, justement. Et si vous avez une question ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Berkov dans tous ses états. On revient tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Pourquoi les Français, et comment on peut le combattre, pourquoi les Français hésitent entre, de temps en temps, la rébellion et puis l'abattement? Comment on peut les doper? J'ai envie de vous dire, bon, je ne vais pas vous dire, vous allez trouver que c'est une conclusion désagréable pour nous deux. Mais... vous êtes vraiment maso, hein? Vous faites semblant. Non, je vais vous dire, voyagez un peu plus. Et puis vous verrez que la France ne ressemble pas à ce qu'elle est. Le jour où vous serez allé en Chine ou en Russie aussi souvent, comment moi je ne vous demande pas d'aller en Chine. Allez à Pau, allez à Orthez, allez à Lorient. Arrêtez de lire les journaux et vous verrez qu'ils ne sont pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Eh oui, hein, c'est intéressant. La France de certains médias et l'autre France. Mais justement, Marie Grissinger-Tapie, on va parler de ça, et vous en parlez très bien dans votre livre, de cette période, justement, de la maladie, du cancer, et avant ça, de cette période des procès, qui a commencé, il faut le rappeler, hein, dans les justement 92, 93, 30 ans, c'est le moment où vous êtes arrivé dans la famille. Donc, vous êtes arrivé dans la famille, il y avait déjà procès. Non, je suis arrivée en 91. J'étais à la fin de la période de gloire, en fait. Et j'ai connu après quasiment que pas mal de galères. J'ai vécu le chaos qu'ils ont vécu et lui a vécu 27 ans de procédure. Hein. 27 ans de procédure où du matin au soir, je l'entendais parler à des avocats, se battre, anticiper, il avait toujours 3 coups d'avance parce que même si on avait l'impression qu'il y avait des temps morts, lui il était déjà en train de préparer ce que la partie adverse allait faire et d'anticiper bien à l'avance, à tel point que les avocats étaient souvent dépassés par le personnage, son intelligence ultra rapide, brillante. Il était tout le temps, pendant 27 ans au quotidien dans ce combat-là, et puis ensuite le combat évidemment contre le cancer. Et vous pensez, comme d'autres, mais c'est vous, parce que vous êtes au cœur du réacteur, c'est comme on peut dire, du réacteur de Tapie, vous pensez que la maladie est intimement liée à ces problèmes judiciaires avec Adidas et compagnie? On a cette conviction-là. Je crois que les cancers de l'estomac, c'est souvent lié, enfin je ne suis pas médecin, mais c'est ce que des médecins nous ont dit, c'est souvent lié au stress, sachant que Bernard ne buvait pas, ne fumait pas, faisait du sport, avait une vie très très saine. Oui, mais ça a commencé par la joue. Moi, je me rappelle quand il m'a envoyé des photos de sa joue, où il avait dû... c'était le tout début. C'était le tout début, oui. Mais je pense qu'il y avait déjà l'œsophage à l'époque qui commençait, ouais. Et donc, et vous racontez très bien dans le livre, je veux dire que ça m'a beaucoup touché, je pense que ça touchera beaucoup de lecteurs, et ça a touché déjà beaucoup de lecteurs, vous en avez des lectrices,
ce combat, comment il le menait, ce combat contre la maladie? Parce que c'est douloureux, c'est terrible, il y a des opérations, etc. Comment il le menait? Comment c'était Eh ben, il le menait surtout comme toutes ses autres activités sur tous les fronts. Il a essayé plein de traitements, il a rencontré plein de gens et surtout il voulait garder l'énergie. Donc pour garder l'énergie, il faisait du sport. Il allait à vélo systématiquement à la campagne. En plein même cancer. Malade, ouais, même malade, il allait à vélo à la campagne quasiment, jusqu'à quelques mois avant le cancer. Et ce qui était assez admirable, c'est qu'il encourageait les autres malades et sa préoccupation essentielle dans ce combat, c'était de partager ce combat avec les autres malades, de les encourager. Et ce qui est merveilleux, c'est que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui montraient à leurs proches malades du cancer les vidéos de Bernard Tapie pendant son cancer, qui voulait dire aux autres, gardez votre énergie, bougez. Et alors lui, il allait encore plus loin, il ne voulait pas prendre d'antidouleur. Parce qu'il était convaincu que ça coupait l'énergie et que le corps était plus combatif sans antidouleur. Donc, mais ça devait être quand même terrible. Donc il était extrême comme toujours. Il était extrême. Oui, effectivement, c'était terrible parce qu'on attendait qu'il hurle de douleur pour pouvoir lui mettre de la morphine. Oui, c'est ça qui est... Et vous étiez tous, enfin la famille se relayait, j'imagine, quand c'était à l'hôpital ou chez lui d'ailleurs. Il voulait pas aller à l'hôpital, il ne voulait pas être branché aux perfusions parce qu'il supportait pas d'être attaché. Il ne voulait pas d'infirmier à domicile, donc oui, la famille se relayait, mais c'est quand même son épouse qui était là la plupart du temps. Oui, bien sûr, Dominique. Qu'il appelait son roc de Gibraltar. Exactement. Son Gibraltar. Et puis la religion a beaucoup participé à ce combat. Alors justement, il était croyant. Il a toujours été croyant et ça a pris une ampleur encore plus importante pendant la maladie où il s'est fait accompagner durant la dernière année par un pasteur. Marcel, qui témoigne, qui raconte dans le livre de ces derniers mois passés avec Bernard Tapie et des discussions qu'ils avaient tous les deux. Et alors c'est très drôle parce qu'avec Bernard Tapie, rien n'est normal, rien n'est monotone. Donc Bernard était catholique. Oui, il était catholique. Voilà, Bernard était catholique, mais il avait eu l'occasion de rencontrer ce monsieur, Marcel, qui était un pasteur évangéliste. Mais vous savez, les pasteurs qu'on voit au Palais des Congrès ou à la télé, un grand monsieur comme ça qui harangue les foules, etc. Presque un télévangéliste, quoi. Enfin, exactement, voilà, tout à fait. Et donc c'est avec ce monsieur que Bernard a partagé sa spiritualité pendant la dernière année de sa vie. Donc le témoignage est assez drôle. Il se voyait beaucoup. Il s'appelait tous les jours et il se voyait plusieurs fois par semaine. Vous voyez, c'était vraiment très intense. C'était quoi chez Bernard? C'était la conviction d'une autre vie. C'était, je veux dire, sa croyance. Ça reposait sur quoi? C'était, je ne sais pas si c'était la conviction d'une autre vie, mais c'était un vrai catholique. Et il allait à la messe? Très fervent. Non, il n'allait pas à la messe, mais parce qu'il n'aimait pas il priait chez lui. Mais de façon générale, il n'aimait pas les lieux publics. Donc il sortait très très peu, Bernard. On le traînait au restaurant de temps en temps, mais c'était pas du tout un homme qui aimait se montrer en dehors des médias, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc il a prié énormément, et puis il était tellement à fond, parce qu'il était toujours à fond dans chacune de ses activités, que même le jour où il s'est fait tabasser à la campagne, vous vous rappelez, son pasteur l'appelle et lui dit: mais Bernard, presque le pasteur perdait sa foi en disant: Bernard, mais le destin s'acharne sur toi, tu es malade, tu te fais tabasser. Et là Bernard lui dit: mais enfin Marcel, tu plaisantes, mais c'est merveilleux, c'est un signe, c'est le jour de Pâques, c'est le jour de Pâques, il m'arrive ça le jour de Pâques, tu ne vois pas que c'est un signe du ciel? Oui, c'est fou cette histoire je me rappelle. Il m'avait téléphoné le lendemain et il m'avait raconté comment Dominique aussi, sa femme, avait été tabassé. Enfin, c'était terrifiant. Non, mais ce qui est quand même impressionnant, c'est que même dans les situations les plus catastrophiques, il voyait du positif. C'était un homme très positif et toujours optimiste, en fait.
Et de ce point de vue-là, justement, on lit les choses, effectivement, on peut comprendre que avec le stress et le cancer, hein, comme disaient ces médecins, et quand on se fait de la bile et on se fait du mauvais sang, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais alors justement, vous parlez de l'avant, et dans votre livre, c'est très intéressant, vous avez la partie avant, donc, et après, quand il est parti, quand il est mort, donc il y a 3 ans. Et comment vous avez vécu l'après? Enfin, vous, la famille, etc. Comment ça s'est passé? Parce que quelqu'un comme ça, il laisse un vide, hein, voilà. Et pas un petit espace. C'était d'une violence inouïe parce que il nous avait jamais parlé de la mort, donc on s'était absolument pas préparé, ni affectivement, ni administrativement, puisque vous imaginez qu'on a aussi hérité de toutes ces procédures judiciaires. Bien sûr. Mais ne serait-ce que affectivement, mon mari, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier soir, quand le médecin lui a annoncé c'est le dernier soir de votre père, il n'arrivait pas à y croire. Il s'est littéralement effondré. Il ne pensait jamais que son père serait vaincu par quoi que ce soit, en fait. Donc, père immortel. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est navrant parce qu'on a beaucoup de gens qui font des petits sourires narquois en nous disant évidemment il avait préparé après, il vous a sans doute caché de l'argent quelque part, etc. Et personne ne veut croire que pas du tout. On n'a jamais parlé de l'après, en fait. Oui, c'est intéressant. Non, mais d'autant plus, on va en parler tout de suite après cette petite pause, d'autant plus que beaucoup de gens sont interrogés. Pourquoi Dominique? Pourquoi la famille? Pourquoi il n'y avait rien? Et on va en parler quand même parce que ce sont des questions qui ont été posées. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Pourquoi avez-vous le sentiment à ce point d'être persécuté comme s'il y avait un complot des médias, des juges, des politiques? Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'on essaye de dire le droit? Regardez, c'est ce que j'ai dit juste avant de rentrer. Quand un journaliste ne sait plus quoi dire, parce qu'il est conscient qu'il y a un acharnement incroyable, il dit « mais alors, c'est un complot ». Et nous, comme des imbéciles, on n'a pas envie de dire oui, parce qu'on passe pour des imbéciles. Oui, monsieur, c'est un complot. Eh oui, il y a des complots. Et peut-être qu'il faudrait arrêter que quand on parle d'un certain nombre de choses, on évacue en disant « ah, complotiste hein ». On l'a vu sur un certain nombre de phénomènes de ces dernières années. On va pas revenir là-dessus, mais c'est très intéressant qu'on voit en 2013 Bernard Tapie répondant à David Pujadas sur ce ton. Justement, on était en train de parler de l'attentat, disons de ce cambriolage lamentable. Et au fond, je voudrais qu'on parle un peu de l'après. Donc, on a ce qui s'est passé. Et au fond, est-ce que les contempteurs, les accusateurs, les lâcheurs et lâcheurs aussi ont un peu baissé d'un ton quand même, une fois que... Ah bah oui, ils avaient eu la bête, donc ils ont baissé d'un ton, effectivement. On a été étonnés, nous, de voir à l'enterrement de Bernard voir arriver un de ses lyncheurs, un de ses principaux lyncheurs, qui était François Bayrou, qu'évidemment nous n'avions pas invité, qui était un de ceux qui s'est acharné sur mon beau-père et qui avait contesté violemment l'arbitrage, qui était un proche de Père Levade, le banquier du Crédit Lyonnais, qui a eu l'audace de venir à l'église le jour des funérailles, qui s'est caché au fond de l'église. Heureusement que la famille ne l'a pas vu. J'ai trouvé ça assez pervers. Est-ce qu'il venait se vérifier que la dépouille était bien là? Je sais pas, mais c'était assez étonnant comme... On va pas spéculer sur les intentions, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais justement, vous avez rencontré après, vous racontez dans votre livre, un certain nombre de personnes. Et pourquoi vous vouliez les confronter? C'est intéressant. Qu'est-ce qui vous a amené, Marie Tapie, à vouloir voir Borloo, bien sûr, qui avait été un de ses premiers... il travaillait avec lui, un de ses avocats, etc. Et puis d'autres, et puis Xavier Niel, et puis beaucoup d'autres. Pourquoi? Alors déjà parce qu'un souvenir partagé avec quelqu'un de proche, c'est un peu retrouver la personne. Et puis parce que Bernard avait une personnalité tellement complexe que moi, j'avais pas, même en 30 ans, réussi à vraiment faire le tour, et j'avais envie d'entendre la vie d'autres personnes, de voir un autre regard, un autre angle, et j'ai encore appris des choses sur lui. Oui, par rapport à, bien sûr. Oui. Mais d'abord, je ne vous ai pas posé la question, mais je vous la pose maintenant. Pourquoi vous avez eu envie de faire ce livre, au fond?
Parce que, je veux dire, qu'est-ce qui vous a amené à se dire, après tout, parce que Dieu sait s'il y a eu des livres sur tapis, évidemment, de gens moins proches que vous l'étiez, mais qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Oui, je l'ai connu, j'ai envie de raconter qui il était, ce que c'était par rapport à... Alors moi, j'avais déjà écrit un livre avant chez Albin Michel sur mes parents. Oui. Et quand j'écrivais ce livre, je côtoyais déjà Très Bernard. Beau titre. Rappelez-moi le titre. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant. Et au fur et à mesure que j'écrivais ce livre, Bernard lisait des passages et il aimait beaucoup ma façon d'écrire. Il me disait, il m'avait dit à l'époque, mais bon, c'est très bien, t'écris un livre sur... à l'époque, c'était sur mes parents et notamment mon père, l'océanographe, l'aventurier. Il m'avait dit, c'est très bien, tu écris un livre sur ton père, mais ça serait vraiment plus intéressant si tu me rajoutais dans le livre de comparer...
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ça fait 15 ans que j'ai raison, et ça fait 15 ans que ça vous emmerde que j'ai raison, parce que depuis le départ, vous avez estimé que je vais avoir tort. Bon. Voilà. Alors il faudra vous y faire, vous mourrez avec ça. J'ai gagné 45, plus un peu plus encore. Et vous en êtes content. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Voilà, c'est assez clair. C'est bien du tapis millésimé, comme on dit. C'était face à Patrick Cohen sur France Inter en 2010. Mais enfin, on pourrait passer des heures avec ça. Mais Marie, au fond, avec le recul, disons que le recul, il n'est pas loin, hein, c'est 2 ans, 3 ans. Avec le recul, au fond, on se dit que, vous dites en tout cas, que c'est vrai qu'il y a peu d'êtres comme ça qui traversent leur époque, pour le meilleur, pour le moins bon, mais qui laissent... Alors, est-ce qu'il va laisser une trace, au fond? Soyons absolument là objectifs, et même de sang-froid, même si c'est plus difficile. Ça laisse une trace ou pas? On dira, oui, Tapie, ça a été... Mais est-ce qu'il laisse une trace? Et si oui, à votre avis, lesquelles? Ou laquelle? Écoutez, moi, quand je parle aux Français, même avec mon mari, on est très très étonné que son souvenir soit toujours aussi vif et qui, j'ai l'impression que dans la mémoire des Français, il laisse en tout cas une trace très très forte. Et plutôt en général positive, à moins que les gens qui ne l'aiment pas n'osent pas nous en parler, mais et c'est quoi, une trace en fait, c'est quelle trace, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a peu de personnages comme lui quand on y pense. Aujourd'hui, je n'en vois pas d'autres. Une trace d'énergie, d'optimisme, de se projeter dans des rêves, une espèce d'élan comme ça incroyable, qui manque peut-être un peu en France, où j'ai l'impression que les gens sont un peu plus abattus maintenant, oui. Ouais. Et c'est ça qui est étonnant, c'est vrai, ou résigné peut-être, et lui c'était pas quelqu'un de la résignation, hein, on peut pas dire. Alors est-ce que c'est pour ça qu'il déplaisait aussi, parce qu'il aimait beaucoup montrer sa réussite, c'était un flambeur, mais pourtant c'était pas un matérialiste, mais je pense que c'était quelqu'un qui... C'est pas l'argent qui le motivait, non, pas du tout, pour moi c'était de montrer au monde qu'il avait réussi, qu'il était parti de rien et qu'il était arrivé là. Il avait un besoin énorme de reconnaissance, mais au quotidien, c'est quelqu'un qui n'aimait pas les mondanités, qui ne sortait pas, qui ne s'achetait pas de fringues, qui voulait juste, qui était heureux d'être en famille, dans sa cuisine, avec ses chiens et ses enfants. Voilà, c'est ce qu'il adorait faire. Donc je pense que c'est que des signes. Médiatique à mort. Enfin, il était sur. Oui, mais ça, c'était l'aspect carrière, et puis c'était ce que je vous disais, c'était l'aspect regardez-moi. Regardez qui je suis, et c'est pour ça peut-être que la politique l'attirait particulièrement, pas pour profiter d'un domicile qu'on peut avoir quand on est ministre, ou de jet privé, ou du jet présidentiel pour se déplacer, si vous voyez ce que je veux dire, mais plus pour faire quelque chose d'important aux yeux des Français, et pour exister en fait. Est-ce qu'il pensait à la présidence ? Franchement. Bien sûr, il pensait à la présidence, et même jusqu'au dernier souffle, il pensait à la présidence. Une semaine avant de décéder, il était au fond de son lit, il pesait 48 kilos. Il était avec du cancer partout dans le corps. C'était vraiment la fin. Et il dit à Laurent, si j'arrive à me sortir des portes de l'enfer, donc il s'imaginait encore guérir, je me présente à la présidentielle. Et là, Laurent lui dit, donc son fils Laurent lui dit, écoute papa, bon, t'as pas de parti, c'est dans quelques mois la présidentielle, t'as 78 ans, t'es quand même très malade, donc président c'est peut-être un peu ambitieux, peut-être Premier ministre. Et là Bernard lui dit, ouais, ça aurait de la gueule Premier ministre, et puis ça aurait un peu plus de gueule que ce con de Castex. Ah oui, c'était... Donc ça, c'était quelques jours avant la fin. Voilà. C'est étonnant. Et est-ce que vous pensez aussi, nonobstant la maladie, parce que beaucoup l'ont dit, s'il n'avait pas fait de politique, il aurait été, encore peut-être milliardaire, en tout cas faisant des tas de choses dans les affaires ou pas. Oui, vraiment, la politique a marqué, c'était le début de la fin, c'était le début des attaques. Dès qu'il a été en politique, c'était un des hommes les plus populaires en France, et on l'a rendu inéligible 1 an avant la mairie de Marseille, en fait, qui lui était quasiment acquise.
Oui, ça c'est... Il déplaisait aussi bien à la droite qu'à la gauche, en fait. Ouais. Et c'est très intéressant parce que ça en dit long sur les clivages en France, c'est vrai, par rapport à... Et est-ce que il était toujours... parce qu'il y avait eu, vous savez, l'épisode Tapie-Le Pen, enfin, dont vous avez évidemment entendu parler, et ça s'est soldé par un grand match de boxe, figuratif à la télévision, bien sûr. Mais au fond, aujourd'hui, vous dites que vos souvenirs, justement, vos mémoires, en fait, ce qui ressort, d'ailleurs, ça ressort de votre livre, c'est quand même, il y a quelque chose d'immense tendresse et affection, quand même, qui est là. Même avec les coups de gueule, même avec... mais est-ce que vous n'avez pas eu, franchement, à part l'affrontement du début, il y a quand même eu des scènes, il y a eu des conflits. Bien sûr, oui. Il était très dur à vivre au quotidien, mais c'était quelqu'un de très très affectueux avec ses proches. Donc c'était un homme qu'on pouvait, enfin un père, un beau-père, un grand-père qu'on pouvait appeler 24 heures sur 24 et qui était disponible. C'est-à-dire que je l'appelais à toute heure. Oui, il nous en voulait, nous, de pas être joignable à toute heure. Il comprenait pas ça. Lui, il fallait être joignable pour ses proches en permanence. Donc on l'appelait à 1h du matin, il répondait. Un problème de santé, ça m'est arrivé d'avoir très mal quelque part en pleine nuit. Comme il était passionné par la médecine, il avait potassé tous les bouquins, c'était un livre ouvert en médecine, et il avait une mémoire incroyable. Donc vous l'appeliez en pleine nuit, il vous disait quoi faire, quoi prendre. Le lendemain, dès son réveil, parce qu'il se réveillait avant tout le monde, il avait déjà appelé l'hôpital pour prendre un rendez-vous, etc. Et il était comme ça, même avec mes parents. Et ça donne une anecdote assez amusante d'ailleurs, parce qu'il était quand même très occupé. Et à un moment, je lui dis, mon père va pas bien, est-ce que tu peux me trouver un neurologue ? Et il comprend mal, il entend urologue. Et mon père était en début de démence. Donc il part à l'hôpital et puis il va au rendez-vous que Bernard lui avait pris. Et il ressort du rendez-vous et puis il nous dit à ma mère et moi, il nous dit le monsieur était très bien, le professeur était très bien, mais bon, pour un neurologue, il m'a fait un toucher rectal, c'est un peu bizarre. Donc Bernard, très gentiment, malgré toutes ses occupations, avait pris rendez-vous, mais chez un urologue qui pensait que c'était un problème de prostate et pas un problème de cerveau. Voilà, tel était Bernard Tapie, et vraiment Marie Grissinger-Tapie, vous le racontez très bien, et vous le racontez de façon extrêmement émouvante, en ne cachant pas les défauts, mais en disant ce que ça a été. Et puis c'est toujours bon d'avoir effectivement des gens qui sont hors normes, hors balises, hors sentiers de petites randonnées. Et voilà, c'est un livre en tout cas à lire. Merci. André Berkoff recevait aujourd'hui dans son face-à-face Marie Tapie, la belle-fille de Bernard Tapie, qui nous a parlé de l'homme derrière l'homme d'affaires. Et son livre, c'est Tapie comme Bernard, qui est sorti aux éditions Presse de la Cité. Vous voulez réécouter cette émission ou l'écouter car vous en avez raté une partie, n'hésitez pas à vous brancher sur sudradio.fr ou à la regarder en replay sur notre chaîne YouTube. André Berkoff revient demain. Même endroit, même heure, André ? Même endroit, même heure, absolument. Pour une nouvelle émission de Berkoff.